C'est bon? Ok, parfait. Ok, tant mieux. Désolée vraiment pour ma voix. Mais bon, je pense que j'ai trop parlé hier. Oui, voilà, on parle, hein, les profs de langue, on parle. Euh, Aujourd'hui, juste pour introduire vraiment le thème, c'est de fous, poètes, médecins. Nous avons tous un petit brin. Vous connaissez certainement ce proverbe. En portugais, ça va vous rendre la vie plus facile. Du médico louco, todo mundo tem pouco. Voilà, j'ai eu envie de traduire pour que ça soit vraiment plus clair. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait? De fou, poète, c'est plus joli en français, non? C'est plus flatteur, c'est plus flatteur. Tout le monde est un peu poète. C'est plus intéressant. Voilà, tout le monde peut l'être, mais en même temps, pas vraiment bien. Vous voyez? Donc tout le monde pense qu'il est, tout le monde peut l'être, mais l'est pas. Tout le monde n'est pas expert. Donc dans cette phrase-là, dans ce proverbe, c'est inclus cette idée que tout le monde n'est pas expert. Et là, si vous me permettez, j'ai envie d'ajouter que d'apprenant de langue, nous avons tous un petit brin. Parce que nous avons tous à apprendre une langue et parfois nous nous y lançons, mais de temps en temps, nous ne savons pas trop comment le faire. Et c'est ça que j'ai envie de réfléchir avec vous aujourd'hui sur les méthodologies. Avant de préconiser, de dire quelle est la meilleure méthodologie, je vous invite à faire avec moi en fait un parcours historique sur comment les gens ont appris le français au cours de l'histoire. Ça vous va? C'est bon? Ok, parfait. Mais avant, j'ai envie de me présenter. Je ne sais pas comment. C'est ça. Voilà, ça c'est moi, toute rouge, mais c'est pas grave. Je m'appelle Cécilia Souza. Je suis professeure de français depuis 14 ans. J'ai arrêté un peu de compter, hein. Mais ma formation, voilà, je suis professeure de français de formation. Donc j'ai un master 1. Ça, c'est important de le dire parce qu'en France, ça existe le master 1 et le master 2. J'ai pas envie de dire que j'ai pas un titre que j'ai pas. J'ai un master 1 en didactique du FLE que j'ai obtenu en France après un séjour de 3 ans. Et depuis 2007, j'ai travaillé dans des écoles comme Wizard, Alliance française. C'est très pratique d'avoir ça là en fait, hein. Cavlam, pas besoin de faire ça. Cavlam, des lycées en Pologne aussi, où j'ai pu faire des stages. Oui, c'est pas du tout dans le cadre, assez bizarre. Mais bon, c'était une expérience assez intéressante, on va dire. Et aujourd'hui, je tiens une école de français en ligne qui s'appelle Pantoufle, que j'ai cofondée avec mon mari. Il s'appelle Pantoufle. Je dois vous expliquer parce que c'est pas très explicite. Mais bon, c'est une école de français, vraiment. Et français langue étrangère. Donc pantoufle, je suis désolée, c'est trop subtil. Mais l'idée du pantoufle, c'est vraiment que vous étudiez à la maison, confortablement, voilà, comme Netflix and chill un peu. C'est ça l'idée qu'on a envie d'évoquer. Et ce côté aussi très, très humain aussi, parce qu'on est très proche de nos élèves. Ce n'est pas uniquement des méthodes. Et bientôt, on va distinguer méthode des méthodologies, justement. Donc, ce n'est pas seulement une méthode où la personne apprend toute seule, mais elle a aussi un guide. C'est avec un professeur, vraiment, pour un suivi de plus près, plus efficace. Parce que la plus grande question, c'est, OK, certes, nous sommes tous un peu des apprenants de langue. J'ai changé ici, mais pas là. C'est pas malin. Voilà, nous sommes tous des apprenants de langue, mais j'ai envie de réfléchir vraiment sur comment bien le faire de manière la plus efficace et plus rapidement. Parce que nous allons tous parcourir un petit chemin et si on a de la persévérance et si on insiste vraiment, on peut y arriver quelque part. Mais ici, on canalisait le même temps, la même énergie avec la bonne méthodologie, on pourrait arriver beaucoup plus loin. Et c'est ça que j'ai envie de réfléchir avec vous aujourd'hui. Pour cela, nous allons, nous concentrer sur deux questions principales en fait. C'est comment a-t-on appris les langues au cours de l'histoire? Je trouve que l'histoire, elle est très importante. On n'a pas besoin de faire de l'empirisme, en fait, de l'essai-erreur.
parce qu'on risque de perdre trop de temps. Donc, pourquoi pas alors voir comment on l'a fait, qu'est-ce que l'histoire a à nous apprendre par rapport à la méthodologie des langues. Et c'est cette question-là qu'on va essayer de répondre ensemble. Et une deuxième question, c'est que préconisent les didacticiens de l'actualité et que pratiquent les apprenants et enseignants? Voilà, en fait, actuellement, en méthodologie, parce que c'est une science, hein, on a tous un peu d'apprenants de langue, on peut vraiment apprendre sans réfléchir d'une manière théorique à l'apprentissage, mais qu'est-ce que les gens qui réfléchissent, qu'est-ce qu'ils en disent en fait, en fin de compte, d'accord? Pour cela, je vous invite, voilà, donc nous allons organiser ça en deux parties, l'histoire des méthodologies, et là, qu'est-ce que c'est une méthodologie? Alors, est-ce que quelqu'un aurait envie de se lancer dans la définition des méthodologies? Quelqu'un, qu'est-ce que c'est une méthodologie? Ça vous évoque quoi? Alors, mot par mot, voilà, on va faire un brainstorming, un remue-ménage. Voilà, si je vous dis méthodologie, vous pensez à quoi? Pardon? Enchaînement? Un chemin pour comprendre, méthodologie, très bien, d'accord. Quoi d'autre? Un autre mot? Ça vous évoque quoi? Méthodologie. Vous pensez à un modèle, un chemin, de méthodes, voilà, justement. Donc, ce sont des théories, justement, c'est une réflexion explicite qui est basée sur une théorie afin de vraiment guider l'apprentissage. Ça, c'est une méthodologie. La méthode, après, c'est le matériel qu'on va utiliser en appliquant cette méthodologie-là. D'accord? En fait, il y a plusieurs manières de définir méthodologie, méthode. Là, j'ai choisi de prendre ces deux différences-là pour qu'on puisse être d'accord. En fait, vous voyez, c'est un peu du jargon, de linguistique, ça. On se met d'accord sur ce que veut dire chaque chose et après, on parle tous la même langue. Alors, et après, on fera un exercice en groupe. Voilà, donc ce moment-là aura deux parties. Donc, pour l'histoire des méthodologies, vous allez travailler. Voilà. Donc, vous avez là une grille historique. 1901, 1940, 1960, 1980. Et vous allez mettre les 5 méthodologies que j'ai mises. Donc, SGAV, audio-oral, l'approche communicative traditionnelle et directe. Donc, où on peut caser ces 5 méthodologies-là dans la grille du temps. Alors, laquelle vient avant 1901, d'après vous? La traditionnelle. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est vrai, ça évoque ça, hein, la tradition la plus ancienne. Oui, pourquoi pas? On va garder celle-là. Après, entre 1901 et 1940, ça vient quoi? SGAV, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire structuraux global audiovisuel. C'est presque un gros mot. Ouais, Ah, maintenant, on a tout compris. Hein? Structuraux global audiovisuel. Merci beaucoup, Cécilia. Tu m'as beaucoup aidée. Bon, en considérant ça, après, on va développer chacune de ces méthodologies-là. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est surtout pour vous faire parler, pour épargner ma voix. Mais ça ne marche pas trop. Alors, après, ça vient quoi? Donc, la directe, la même chose. OK, vous avez un bon feeling. C'est bien ça. Voilà. Jusque-là, on a tout bon. Voilà. Et après, entre 1940 et 1960. L'approche communicative, je vois des gens qui ne sont pas d'accord. C'est une prof de français, d'anglais, pardon. J'ai envie de l'écouter. C'est la dernière, exactement. L'approche communicative, c'est les courants actuels, en fait, où nous sommes. Audio-oral, SGAV, ces deux-là sont... Alors, déjà, audio-oral, dans SGAV, on a aussi audio. Donc, c'est assez... Donc, nous avons ça. La traditionnelle, la directe. Très bien, vous avez très bien vu ça. L'audio-oral, la SGAV et l'approche communicative, qui est la plus courante jusqu'aujourd'hui. En fait, c'est celle qui est prédominante, on va dire. Alors, dans la méthodologie traditionnelle,
On va enseigner le français comment? Quand vous pensez à l'enseignement traditionnel, vous pensez à quoi? Traduire, ouais. Pardon? Beaucoup de livres, tout à fait. Donc la traduction, les livres, la littérature. Donc en fait, conjugaison des verbes, oui, oui, oui. D'ailleurs, tu as l'air traumatisé. Oui, c'est certainement une manière d'apprendre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on a tous ces types d'exercices-là liés à la méthodologie traditionnelle. J'ai ici plus d'éléments de réponse. Donc, par rapport à la grammaire, c'est une grammaire explicite, donc avec beaucoup de métalangage. Donc, il faut savoir ce que c'est un article, un pronom, un COD, un COI, le subjonctif passé, avec les noms. Ça ne suffit pas de les utiliser. Il faut savoir parler sur la langue. Donc, c'est vraiment une réflexion sur la langue. Et après, nous allons voir un peu quelles sont les difficultés, quelles sont les limitations, parce que chaque méthodologie a sa limitation, n'est-ce pas? Donc, chacune a la sienne qui est intrinsèque à ses caractéristiques, ce qui est normal. Donc, grammaire explicite avec beaucoup de métalangage. Après, l'enseignement d'une langue normative centrée sur l'écrit. C'est ça que tu disais tout à l'heure des livres. Donc, la littérature, elle est vraiment l'objectif central. C'est les couronnements de l'apprentissage de la culture. Donc, on ne parle qu'une langue que si on lit Flaubert, Victor Hugo. C'était l'objectif. Et déjà, cette méthodologie-là, elle est le calque de l'enseignement de langues mortes, du latin et du grec. Parce que c'est ça qu'on apprenait à une époque. Et après, on se dit, on va apprendre une langue vivante. Mais on a utilisé la même méthode. Et ça ne va pas très bien fonctionner, justement. Et après, il y a une autre chose, le quoi, la traduction, c'est quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. Donc, on va traduire systématiquement chaque chose, donc une réflexion sur la langue, dans la langue qui n'est pas celle qu'on veut apprendre, et dans le but de lire. Donc, c'était surtout ça. La méthodologie qui est la plus célèbre. Est-ce qu'il y a des professeurs de français ici? Pardon, j'aurais dû poser cette question au début. Non? Des apprenants alors de français. Voilà, on est tous des apprenants de français. Très bien. D'accord. Donc, il y a une méthodologie, une méthode, justement, Cécile. On ne va pas se tromper sur les mots. Alors, il y a une méthode qui s'appelle Mauger bleu. Le Mauger bleu, c'est la terreur, en fait. Et moi, j'ai commencé à apprendre avec cette méthode-là. Moi, au XXIe siècle, j'ai commencé à apprendre avec une méthode du début du XXe. Donc, tout à l'heure, les gens étaient assez curieux sur comment j'avais appris le français. Donc, je vais faire cette petite pause-là, cette petite parenthèse pour vous raconter un peu cette histoire, si ça vous intéresse. Bon, j'espère que oui, peut-être. Je me lance de toute façon, hein. C'est trop tard. Donc, j'ai commencé à parler, j'ai un micro, les amis, je ne m'arrête plus. Je ne sors d'ici que quand j'aurai plus de voix. Mais bon, voilà. Donc, j'ai commencé le français à la fac de lettres. Donc, lettres modernes, mon objectif, c'était de faire de la littérature, surtout, devenir critique littéraire, professeur de portugais. La tête, j'adore ta tête, j'adore, tu es très expressive. Je sais exactement quoi tu penses là. Et là, ouais, je suis prof, donc je regarde toujours les émotions, ce que vous transparaissez là. Donc, et je me croyais vraiment pas du tout douée pour les langues. Pas du tout. J'espère que vous croyez que j'avais tort, je l'espère, parce que j'ai appris le français. Là, c'est une fierté pour moi, c'est dire que j'ai pu apprendre cette langue, alors que je pensais que je n'étais pas du tout capable, parce que j'avais vraiment galéré avec l'anglais. Hein. C'était vraiment pas mon truc. Et pourtant, j'étudiais beaucoup, hein, j'étais une très bonne élève. J'étudiais, je faisais tous les exercices, j'avais 10 sur 10, des bonnes notes. Mais le moment de communiquer, j'arrivais pas. Pourquoi? La méthodologie, encore une fois. Voilà, peut-être que si j'avais insisté encore un petit peu plus, certainement j'ai progressé hein, en anglais, mais pas comme j'aurais pu si j'avais utilisé une bonne méthodologie depuis le départ. Et donc, fac de lettres,
Je ne m'intéresse pas ni à l'anglais, ni à n'importe quelle autre langue, mais mon copain de l'époque, amoureux des langues étrangères, parlait l'anglais, c'était trop beau, les amis, c'était trop beau. Il voulait discuter avec moi, moi, j'arrivais pas parce que j'étais trop timide pour le faire. Je paniquais, mais bon, il est quand même tombé amoureux de moi, hein. Il n'a pas renoncé tout de suite. Il a commencé à étudier le français. Et je trouvais ça hyper ennuyeux parce qu'il parlait que de ça. Tous les jours, on avait un ami suisse et tous les jours, lui posait des questions. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment dit-on? C'était pénible, c'était vraiment pénible. On s'est disputé à l'époque pour ça. Mais après, c'était son attitude, c'était vraiment l'attitude d'un bon apprenant, les amis, hein. C'est lui l'exemple, c'est pas moi. Parce que ce qui m'a motivé vraiment, c'était la jalousie. Il y a eu un groupe d'une vingtaine de Suisses, masculins et féminins, grandes, blondes, francophones. Voilà. Et ils faisaient plein d'événements, plein de sorties à Récif. Et mon copain, il allait. Et moi, déjà, je ne pouvais pas trop y aller parce que je ne pouvais pas convaincre ma mère. Bon, j'avais 17 ans à l'époque. Donc, je n'arrivais pas à convaincre ma mère que c'était intéressant pour moi d'y aller. Et simplement, je ne comprenais rien de toute façon. Mais j'ai décidé de m'y lancer. Et c'était un tournant, c'était un déclic. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler le français. Et ça m'a vraiment intéressée. Je suis tombée amoureuse aussi du français. Bon, aujourd'hui, on s'est mariés, hein. Le français et moi, mon mari et moi aussi, voilà, mon copain de l'époque. C'est un grand mariage. Et les Français aujourd'hui, c'est vraiment le centre de ma vie. Vraiment, je peux dire que même si j'habite au Brésil, je vis en français, vraiment. Pratiquement toute la journée parce que je donne des cours, j'étudie, je regarde des films. C'est vraiment ma vie, elle est vraiment francophone, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça pour l'anecdote. J'avais essayé des méthodes traditionnelles, ça n'avait pas fonctionné. Et après, c'était vraiment avec l'approche communicative que j'ai vraiment pu me développer et aussi la motivation, la bonne motivation, hein, ça aide. Donc c'est vraiment important d'avoir une motivation qui va vraiment vous pousser à trouver le temps pour étudier parce qu'on n'a jamais le temps. On a tous nos occupations, la vie, on a beaucoup de choses très importantes, très intéressantes pour le faire. Donc si on a une bonne motivation, là tout de suite, on va trouver les moyens. On les trouve. Donc ça c'était pour la méthodologie traditionnelle. La méthodologie directe maintenant. Directe, vous pensez à quoi? Alors, allez. La traduction. Parler un petit peu. En fait, ils ont voulu vraiment révolutionner. On en a eu marre. On a eu envie vraiment de dire, voilà, on n'étudie pas les langues vivantes comme on étudiait les langues mortes. Donc, on a vraiment changé beaucoup de choses. Donc, pas de grammaire. Pas de grammaire. Et elle va être inductive, implicite. On peut vraiment pas parler aussi, parce que déjà le vocabulaire, il est très limité. On ne va pas du tout faire de traduction. C'est vraiment direct à la langue depuis le premier cours. Donc, pas de traduction, donc pas de métalangage possible, parce que les apprenants n'ont pas le vocabulaire nécessaire pour parler de grammaire. Alors, on évite ça, ça fâche, c'est pas bon. Après, on a l'approche globale du sens. Donc, ne vous inquiétez pas à chaque mot. Si je vous dis, c'est comme j'utilise ça avec mon fils. Il s'appelle Elias. Elias, prends-moi la balle, s'il te plaît. Donc, il voit le geste, il regarde vers là. Qu'est-ce qu'il voit? S'il voit une balle, il va m'apporter la balle. Donc, il ne sait pas dire prends-moi la balle. Il ne va pas penser aux petits extraits, en fait, à chaque mot. Il va penser vraiment à la compréhension globale. Et après, c'est l'apprentissage donc du vocabulaire courant, en fait, vraiment quotidien. Et là, on voit jusqu'aujourd'hui dans les méthodes, en fait, l'influence de cette méthodologie-là, c'est qu'on commence par, même si on ne va pas vraiment utiliser quotidiennement, mais on va commencer par nommer le cahier, le livre, la gomme, le crayon, le stylo, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de manuels, beaucoup de méthodes où on commence par une liste de vocabulaire qui sont du concret, en fait.
vous voyez, et qui font partie de l'environnement immédiat. Donc, c'est ça vraiment le centre de cette méthodologie-là. Alors, quelle est la limitation? Alors, je pense qu'on a été rapidement d'accord sur la limitation de la méthodologie traditionnelle. Et là, sur la méthodologie directe, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est plutôt bon, plutôt mauvais? Voilà, je suis d'accord avec toi. Donc, en gros, ils ont complètement ignoré la grammaire et vraiment, ça posait des problèmes. Donc, on ne va vraiment pas du tout réfléchir à la langue. On a essayé d'enlever tout ça et je pense on a voulu tellement être révolutionnaire, tellement couper avec la méthodologie précédente qu'on est tombé dans un autre extrême. Et aussi, en fait, le vocabulaire immédiat, il est très limité aussi. On ne parle pas que de ça, pas que de table. Imaginez la table. C'est le livre sur la table. Table, table. C'est ça. Hein. Donc, il faut avancer, il faut aller au-delà, justement, de cet environnement immédiat. Et avec cette méthodologie-là, on ne pouvait pas vraiment. Alors, on peut aussi apercevoir qu'il y a toujours, en fait, ce qui va influencer un nouveau courant, une nouvelle méthodologie. On a l'apport, la technologie va beaucoup influencer sur notre manière d'apprendre. Parce que nous utilisons la méthodologie. Voilà, à une époque, je n'aurais pas pu utiliser ça. D'accord? Donc, ça va beaucoup influencer une méthodologie. Après, l'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'en 1901, il y a eu cette rupture-là avec la méthodologie traditionnelle, justement? En fait, la France, elle a commencé à perdre de l'espace. Le français a commencé à perdre de l'espace pour l'anglais. Et la France a commencé à s'inquiéter. Parce que ça, c'est une manière aussi d'avoir du pouvoir, en fait. Hein. Et on voit clairement jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de gens qui parlent français. C'est grâce, j'ai envie de dire que c'est grâce et non à cause, c'est grâce vraiment à cette envie de la France de protéger la langue française. On voit aussi au Québec ça. Et c'est vraiment une attitude réfléchie. Parce que sinon, si on n'a pas envie de s'imposer, il y aurait eu peut-être l'anglais, surtout au Canada, en fait, qui aurait pris toute la place. Donc en 1901, en fait, on a vraiment instauré, il y a eu des actions ministérielles en disant on n'utilise plus la méthodologie traditionnelle avec la méthode traduction-grammaire. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est la méthodologie directe. Ça dans le papier, en fait, c'était le document ça. Mais très rapidement, d'ailleurs, je vous ai dit que moi, au XXIe siècle, j'étudiais avec la méthodologie traditionnelle encore. Donc, très rapidement, on n'a pas réussi à vraiment suivre les préconisations de cette méthodologie-là et on est tombé sur une mi-traditionnelle, mi-directe, on va dire. Donc, c'était un peu mélange de deux choses. Ensuite, on a eu l'audio oral. Alors, c'est quoi ça? Vous pensez à quoi? Là, c'est très descriptif, en fait, le nom. Hein, écouter, répéter, écouter, répéter. Et là, on a eu quoi? Les laboratoires de langue. Et là, on a la technologie, en fait, qui vient influencer la manière d'apprendre. Apprendre et enseigner, c'est toujours une chose qui va ensemble. D'accord? Donc, je vais passer là. Donc, nous allons continuer avec cette grammaire implicite, inductive, donc pratiquement sans grammaire. Après, l'accent, c'est sur la compréhension de l'oral. On écoute, on écoute, on écoute des choses qui ont été enregistrées et on trouve que c'est génial hein, parce qu'on va au laboratoire de langue, c'est moderne, c'est technologique. Et jusqu'aujourd'hui, on a cette pensée en fait. Si on utilise les technologies de l'époque, c'est forcément mieux. Alors que pas forcément. Ça peut vraiment améliorer le processus, mais pas forcément. D'accord? Juste une technologie, elle n'apporte pas nécessairement un meilleur environnement pour l'apprentissage. C'est ça que j'ai envie de souligner. Après, beaucoup de répétitions, beaucoup d'artificialité aussi, et l'apprentissage privilégie donc la forme. Donc, le vocabulaire, il va rester réduit. OK. Et on va vraiment privilégier la forme. Vous voyez ces exercices. Je pense que vous avez
je suis pas, on a à peu près le même âge. Donc, je pense que vous avez aussi étudié avec la même méthode que moi, un peu l'anglais, peut-être. J'espère. Il y en a qui est dubitatif. Voilà. Alors, oui, vous avez fait ces exercices où vous devez reconstruire la phrase. Vous avez une phrase là et vous devez reconstruire en changeant l'objet, en utilisant le pronom, par exemple. Et puis, 10 phrases comme ça. La répétition. Donc, c'est vraiment, ça veut dire que la forme, elle est au centre. Donc, on a privilégié la forme là au sens. Donc, on ne va pas vraiment se poser de questions sur ce que ça veut dire. On ne va pas essayer d'augmenter les vocabulaires. Mais si vous maîtrisez une forme, ça va, c'est suffisant, on va dire. Ensuite, on a la SGAV. Je ne sais pas si je prononce bien, mais tous mes professeurs, alors il faut situer, hein, mes professeurs du master à Clermont-Ferrand, ils prononçaient comme ça. J'ai envie de leur croire. Mais bon, parfois on crée des petits centres. Vous voyez, il y a un groupe de personnes qui prononcent comme ça. Moi, je vais continuer. Donc, SGAV, c'est la grammaire inductive et implicite. Donc, vous voyez vraiment, la grammaire, elle a traumatisé beaucoup de gens. Hein, parce que là, on a croisé vraiment le XXe siècle et on n'a pas envie de grammaire. Ouais, on n'a pas envie. Mais ça, c'est encore la théorie. Hein, parce que dans la pratique, ce n'est pas vraiment ce qu'on a vu. Mais bon, la théorie, les théoriciens, les linguistes, grâce à l'approche, à la linguistique appliquée, etc., le structuralisme aux États-Unis, en fait, il y a eu beaucoup d'études théoriques sur l'acquisition de langage et qui ont préconisé des manières d'apprendre. Mais après, la salle de classe, c'est une autre chose. Ça ne va pas suivre nécessairement la théorie. Là, on se concentre vraiment sur la théorie. La réalité, c'est moi au plein 21e siècle qui ai étudié avec le mot bleu. Oui, je suis traumatisée, officiellement. Donc, nous avons l'accent mis sur l'oral aussi. Donc, ça a continué, donc ça va. On va essayer de parler. Il y a le moment de la classe, par contre. Là, maintenant, c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire, SGAV? J'ai déjà dit. Système, même moi j'ai déjà oublié en fait. C'est structuro-global audiovisuel. Structuro-global audiovisuel. Structure. On va être rigide. Vous voyez là, c'est l'après-guerre. Hein, c'est l'après-guerre, c'est après la Deuxième Guerre, ça. Donc, en fait, j'avais dit au début que l'histoire, elle influence beaucoup, beaucoup les méthodologies. Donc, il y a des nouvelles motivations. Voilà pourquoi on a voulu passer à la méthodologie directe. Voilà, il y a des raisons aussi. Donc, toute l'histoire, vraiment l'histoire, je suis désolée, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais on voit clairement qu'il y a eu des moments historiques forts qui ont beaucoup influencé les choix, en fait, les préconisations de ces théoriciens-là. Donc, les moments de la classe, très structurés. Donc, il y a un moment où on va présenter un extrait de langue, en fait. Donc, on a là la langue, on vous la présente. Et après, on va revoir la même chose. Donc, ça aurait pu être un dialogue enregistré. Donc, on le répète avec des pauses. On explique, voilà, c'était la SGAV. Voilà, avec des pauses, en expliquant chaque chose. En expliquant. Donc, on voit vraiment que l'enseignant, il est au centre. Il est très actif. L'élève, l'apprenant, il est très réceptif, là encore. D'accord? Donc, il n'est pas amené à faire des hypothèses, à se demander pourquoi, à créer la règle lui-même. Voilà, ce que je fais là avec vous, vous pensez que ça veut dire quoi, en fait? J'essaie d'illustrer un peu ce que j'ai envie, ce qu'on va arriver là, à la méthodologie, à l'approche communicative. Hein. Donc, c'est vraiment essayer de se centrer sur l'apprenant après. Pour l'instant, la SGAV, c'est cette structure-là, très figée. Ce sont les moments de la classe. On sait exactement ce qui va se passer. Il ne faut pas sortir du script, parce que sinon, on ne comprend rien. Après, on a aussi quand même la parole en situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces méthodologies-là, elles ont quand même chacune, à partir du moment de la rupture avec la méthodologie traditionnelle, ont apporté à chaque fois les bases pour la suivante. Donc, si aujourd'hui nous avons une approche communicative
qui est comment l'approche communicative? Alors, si je vous dis l'approche communicative, ça vous fait penser à quoi? Immersion, quoi d'autre? La grammaire, vous pensez qu'elle est comment? Parce qu'à chaque fois, j'ai commencé par la manière d'étudier la grammaire. Vous avez vu, nous avons passé de la grammaire métalinguistique, vraiment explicite au centre, jusqu'après tout le XXe siècle, grammaire inductive, implicite. Maintenant, avec l'approche communicative, ça va être comment? Vous pensez que c'est comment? Vous pensez qu'on étudie la grammaire ou pas? Vous pensez qu'elle est implicite ou explicite déjà? Explicite. Elle est explicite, mais j'ai envie de modifier un tout petit peu. Elle est explicitée. Nuance, vous voyez? Elle est explicitée. Donc, on a un concept qui s'appelle la conceptualisation. Pardon, c'était redondant. Mais voilà. Donc, elle est explicitée. La grammaire est explicitée à partir de la conceptualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enseignant, il conduit l'élève. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas... j'ai pas tenu compte, en fait, de l'apprentissage autodidacte. D'accord? Là, je considère toujours qu'il y a un enseignant, ce qui n'est pas toujours le cas, ni toujours nécessaire. Mais bon, dans le cadre traditionnel, dans un autre sens maintenant. Alors, donc nous avons une grammaire qui est explicitée par la conceptualisation, c'est-à-dire que nous allons observer un extrait de langue, en fait, parce que la langue, c'est une chose toujours très grande, immense, hein. C'est beaucoup plus proche de la biologie, parfois, c'est très, j'ai envie de dire, très complexe. Je dois voir, regardez l'heure, ça va aller. OK, donc c'est très complexe, c'est vivant, c'est vivant. Donc on va toujours prendre un petit extrait. C'est un peu comme une mutilation, hein. Donc on va mutiler. J'ai envie d'observer le petit doigt. Oui, il est tordu, mais ce n'est pas grave. Donc, nous allons observer le petit doigt de la langue. Juste observer. Pour ça, on va avoir accès à ça. Et donc, on va se poser des questions. L'enseignant va conduire les apprenants pour se poser des questions, pour formuler des hypothèses par rapport à la règle. D'accord? Il ne va pas donner la règle. Et pas tout de suite tout. La règle de grammaire, elle ne va pas être obligatoirement présentée dans sa totalité tout de suite. Parce qu'imaginez, premier cours de français, alors vous savez, le passé composé, il y a deux verbes auxiliaires, avoir, être, blablabla. Non. Mais moi, j'ai envie de me tuer. On ne va pas faire ça comme ça. On y va doucement quand même. Après, l'accent mis sur la communication. La communication, c'est le plus important. Donc, on va voir vraiment aussi les gestes. Donc, on a beaucoup de la méthodologie directe là. Donc, on commence quand même par l'environnement immédiat. On va par le geste. Qu'est-ce que c'est? On montre beaucoup. Qu'est-ce que c'est un portable? Portable. J'ai besoin de traduire portable, les amis. Non, je ne vais pas traduire portable. Désolée, parfois, j'exagère un peu. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment considérer l'apprenant comme un être intelligent. Je ne vais pas dire, é um cellulaire, portable, répétez. Vous voyez? Donc, oui, les portables sur la table. Table. Après, nous avons aussi l'utilisation de quel type de document maintenant? Comment nous allons observer cette langue? Quelle langue nous allons observer? Donc, traditionnelle, la haute littérature, Victor Hugo, Flaubert, etc. Direct, rien en fait, c'est portable, table, c'est très concret. Il n'y a presque pas de méthode là. Après, audio oral, SGAV, ce sont les enregistrements très artificiels, n'est-ce pas, d'une langue vraiment qui est très... C'est une caricature de la langue, en fait. Donc, et là, maintenant, ça va être quoi? Comment on va étudier le français? Les nouvelles, la télé, tout ça, on appelle ça comment? Il y a un nom pour ça. Ce sont les documents authentiques. Donc, authentique, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire qu'il n'a pas été produit pour l'enseignement du français, mais il a été produit par des francophones, et je n'ai pas dit des natifs, c'est exprès. Donc, il a été créé par des francophones, pour des francophones. Avec quel objectif? Je ne sais pas.
peu importe. Mais ce n'est pas nécessairement pour l'enseignement. Après, nous avons aussi des documents semi-authentiques, parce que c'est toujours plus compliqué, les amis. Voilà, un autre jour, j'ai fait une vidéo avec des extraits très courts de chansons parce que je voulais en fait justement attirer l'attention pour la prononciation du E en français. Alors, j'ai pris plusieurs chansons, des petits extraits pour illustrer. Je n'ai pas dit d'abord. Et donc, observez comment c'était très, très didactique. J'étais très satisfaite du résultat. YouTube n'a pas aimé. Je le comprends. Mais c'est très difficile d'utiliser du matériel authentique en classe. Il y a des limitations. C'est normal, quoi. Après, c'est moi la fautive. Hein. Je ne veux pas vraiment aller là-dessus. Mais bon, donc parfois, il y a au moins cette inquiétude, cette envie de trouver une langue qui est plus naturelle, qui est plus proche du réel en tout cas. Il y a cette envie, d'accord? Donc après, et aussi la langue dans sa dimension sociale. Donc on ne va pas vraiment voir la langue seulement la partie linguistique, donc la partie sociale, les discours vraiment globalement, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc on va voir vraiment, on va comprendre qu'une langue, que parler, c'est faire, en fait. Parler, c'est faire. Et là, dans l'approche communicative, je vais vous laisser un mot, deux mots même. C'est la perspective actionnelle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? La perspective actionnelle, c'est le prolongement de l'approche communicative. C'est dans le sens où, qu'est-ce que vous allez faire avec cette langue-là? Juste pour illustrer un peu, comme j'ai dit au début, voilà, j'ai une école de langue, pantoufles, en ligne. Et j'ai créé les matériels. Donc, à la fin, nous avons des voies maison, que j'appelle des missions possibles. Donc, mission, justement pour évoquer que vous allez faire quelque chose. La première mission pour l'élève qui commence là, c'est liker une page Facebook. Liker, désolé pour l'anglicisme, mais on l'utilise. Voilà, donc liker une page. Après, laisser un commentaire dans une page. Après, trouver une recette de cuisine qu'il aurait envie de faire. Après, faire et me dire si ça a fonctionné. Donc, c'est compliqué. Après, quand j'ai des élèves qui sont au Québec ou en France, c'est beaucoup plus facile. Allez au café et buvez, quoi. Donc, il y a cette perspective actionnelle, elle est beaucoup plus facile de mettre en place quand tu es sur place, en fait, dans un pays francophone, certes. Mais grâce à Internet, nous pouvons quand même simuler des situations ou même, nous agissons beaucoup sur Internet, n'est-ce pas? Liker, c'est agir, n'est-ce pas? Mettez un pouce bas aussi, mais ne le faites pas, c'est pas gentil. Voilà, vous avez aimé passer à une autre chose. Voilà, laissez un commentaire, partagez. Donc tout ça, c'est vraiment agir. Tout ça rentre dans la perspective actionnelle qui est uniquement le prolongement de l'approche communicative. D'accord? Alors pourquoi j'ai proposé cette réflexion-là avec vous? Parce que justement, mon but, c'était vraiment c'était une mise en garde afin d'éviter les erreurs. On n'a pas besoin de ça. Il y a plein de gens qui ont déjà étudié le français. Il y a beaucoup d'histoires. Après, c'est vrai qu'il y a des histoires personnelles. Voilà, tout le monde est très intéressé. J'espère, je pense. Sauf si je lis mal. Mais souvent, les gens demandent comment toi, tu as appris le français. Voilà, parce que, et comment toi, et toi, et toi, et moi, et c'est vrai, ça m'intéresse. Parce qu'il y a toujours des histoires anecdotiques. Mais on ne va pas créer des méthodologies basées sur des histoires anecdotiques. Parce qu'il y a quand même un Anglais qui a appris, qui s'est réveillé après un coma en parlant le français. Ne faisons pas de cette méthodologie, s'il vous plaît. C'est pas intéressant. Vous voyez, donc c'est vraiment pas la meilleure chose. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure? C'est à 15? Plus 10 minutes. J'ai 10 minutes. Génial, super. On va le faire en 10 minutes. Alors, exercice d'analyse. En fait, ce n'est pas vraiment une analyse. J'aurais envie que vous essayiez d'illustrer, de me donner des exemples d'exercices pour chaque méthodologie. Nous avons déjà fait ça un peu au fur et à mesure, mais vous pouvez utiliser votre... Qu'est-ce que c'est un portable? Voilà.
Voilà, ceci est un portable. Donc, je vous invite à l'utiliser pour chercher des exemples d'exercices ou de cours et puis de choses actuelles. Vous voyez? Des choses actuelles qui sont faites aujourd'hui. Vous allez me dire, là, je vois un héritage de la méthodologie traditionnelle. Là, je vois un héritage de la méthodologie directe. Là, c'est carrément dans l'approche communicative. Donc, j'ai envie que vous mettiez par deux, voilà, vous allez discuter, vous deux, vous trois, là, d'accord, vous deux, là, cherchez, cherchez. Tout le monde a compris, parce que je suis très mauvaise en consigne. Ça, j'ai pleinement conscience. Vous avez compris ce que je vous demande? Exactement, exactement, exactement. Parfait, merci. Voilà, donc cherchez des cours ou des exercices actuels et cherchez aussi l'héritage de chaque méthodologie. Voilà, là, je vois que ça vient de la méthodologie traditionnelle. D'accord? Cherchez, allez-y, mettez cours de français, je sais pas, exercices de français. 2 petites minutes seulement. Vous entendez toujours? Ça marche? Je sais jamais. Voilà. Quelqu'un a trouvé quelque chose déjà? Oui, parfait. Alors, commencez, s'il vous plaît. Je te donne le micro? Non? D'accord. L'approche communicative. Oui, je vois clairement là un mélange des deux, effectivement. Et parfois, le mélange, il apporte de la richesse, hein. Et aussi une chose que il n'y a pas une méthodologie qui est forcément supérieure à une autre, surtout parce qu'il faut tenir compte aussi de l'apprenant. J'ai des élèves qui me demandent, Cécilia, je veux de la grammaire, je veux conjuguer les verbes, la main tremble comme ça, j'ai besoin. Alors, il n'y aura pas d'apprentissage de sa part s'il n'est pas à l'aise, s'il ne fait pas confiance à ce que je propose. Et parfois, ça fait partie. Alors, comment je conçois mon travail? C'est un travail d'éducation aussi, de repasser des bonnes manières pour apprendre, des méthodologies les plus adaptées, on va dire, pour lui. Et aussi rassurer l'élève. Parce que s'il n'est pas rassuré, bah, il va partir, il va se décourager. Donc, on joue toujours là dans le confort, dans ce qu'il veut et dans ce dont il a besoin aussi. Parce que parfois, il veut une chose, mais il aurait besoin d'une autre chose. Donc, c'est vrai qu'on a encore du mal à abandonner la méthodologie traditionnelle et peut-être qu'on n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Oui.
Oui, justement. Voilà. Oui, il faut avoir une conscience grammaticale. Euh, ouais. Mais rappelez-vous que l'approche communicative, il a une grammaire aussi. Mais c'est très difficile de la faire parce que ça donne beaucoup de travail. Mais c'est plus long, le processus aussi. C'est moins rassurant, on va dire. Mais parfois, le chemin le plus long, il est plus efficace aussi. Donc, essayez après aussi de chercher à mémoriser la conjugaison verbale sans vraiment conjuguer un par un. C'est chiant en plus. Bonne chance pour la traduction de chiant. Voilà, tu as trouvé quelque chose. Hmm. Oui, c'est mon constat final aussi. Voilà. Ouais. Ouais. Après, on le fait. J'ai quand même envie de vous laisser dans le doute. Il faut vraiment faire comme ça. Est-ce que c'est vraiment la seule manière? Parce que j'ai l'impression que on n'a pas vraiment essayé d'utiliser tout ce qui préconise l'approche communicative. Voilà, cette manière de conceptualiser la grammaire. Parce que je vous rappelle, il y a une grammaire, d'accord? Mais elle est conceptualisée, elle est explicitée, c'est avec le temps. Mais ça donne beaucoup de travail. Ce n'est pas un travail dur de métalangage, ça part à partir de l'observation. J'ai envie de dire que j'ai constaté ça empiriquement, je mets en place ça, c'est comme ça que j'utilise avec mes élèves. Et je pense que nous avons vraiment des résultats qui sont très conséquents. C'est basé, il y a un apport théorique important. Et après, dans la pratique, j'ai constaté que c'est plus difficile de mettre en place. Et c'est pour ça que nous retombons dans la méthodologie traditionnelle. Mais quand on y arrive, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Parce que sinon, on risque de... J'ai déjà vu des élèves comme ça. Ils veulent conjuguer, ils savent, par exemple. Et là, tu dois passer... Je sais, tu sais, ils savent, nous savons, vous savez. Ils savent. C'est long, n'est-ce pas? Alors que si vous êtes là dans le bain, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier la conjugaison, il faut l'étudier, mais comment? Dans un contexte. Je dis à mes élèves de faire de la conjugaison, mais comment? On crée une phrase complète et on n'étudie pas dans l'ordre. Parce que quelle est la relation entre tu et je? Il y a quand même des logiques, bien sûr. C'est important de savoir repérer la régularité. Ça aide beaucoup. Je peux, tu peux, il peut. Ah, c'est facile, on répète. D'accord? Ça répète. Je parle, tu parles, il parle. OK, il y a cette régularité-là qui aide. Mais une fois qu'on a observé ça, c'est important de passer à l'action. Sinon, vous allez faire comme moi, avec mon allemand pourri. Je savais 2 phrases en allemand. Parce qu'une chose, c'est savoir une langue. Une autre chose complètement différente, c'est être capable de l'utiliser dans un contexte de manière rapide, réagir, faire rire, etc. Alors, je savais 2 phrases en allemand. J'ai utilisé la mauvaise. Les deux. Je t'aime et je parle pas allemand. Et j'ai dit au gars, je t'aime en allemand. C'était pas du tout ce que je voulais dire, mais ce que j'ai dit parce que c'était pas du tout un apprentissage dans un contexte riche. Vous voyez, donc c'est essayer de rendre ça aussi le plus amusant possible, chercher des expériences multiples. Vous voyez, donc on peut varier les méthodologies aussi, mais aussi comment on va accéder à la langue, les films, les articles, etc., etc. Polyglottard, une conférence et parler avec des gens qui parlent français. Parler, ça c'est très important. Agir en français. Donc ayez ce mot-là dans la tête, d'accord? C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Agissez en français. Merci beaucoup pour votre participation. Et, et vous applaudissez pas. J'ai ici, désolée, je pense que j'ai commencé à passer un peu de temps.
J'ai ici quelques mugs. Je parle français. Alors, qui en veut? Qui en veut? On va voir qui lève la main. 1, 2, 3. Oui, on va faire un tirage au sort. C'est mieux. Un tirage au sort, mais très rapidement. On va improviser, les amis, un tirage au sort. Vraiment. Après, tout le monde qui a envie, sur mon site, laissez-moi faire un tout petit peu de pub, vraiment vite fait. Mon site, c'est Pantoufle, Pantoufle avec OU, comme Carrefour, d'accord? Ça se prononce OU, Pantoufle. Vous pouvez accéder ici, voilà, ici. Ça, c'est un QR code. Sinon, tapez simplement pantoufle.online. Vous avez accès à un chapitre avec 8 leçons gratuites. Mais après le reste, vous pouvez, du polyglotte, avoir le deuxième chapitre aussi gratuitement. Il suffit de me contacter. Salut Cécilia, j'étais polyglottard. J'aimerais bien avoir la suite du premier chapitre. C'est le chapitre 2. Et comment je fais? Pensez un numéro. Allez, comment on va faire ce tirage au sort? Merci. Merci beaucoup, Cécilia. C'était super intéressant.